Ouais, les gens veulent qu'on parle de K-pop. Pour la K-pop, on ne pourra pas l'éviter éternellement. C'est un sujet lui aussi très très intéressant. Mais est-ce que c'est pas du soft power, ça aussi? Ah bah bien c'est pour sûr. ça qu'il faut en parler. Bien sûr. Aisho Speed dans un groupe de K-pop, bientôt, Ah. sur vos écrans. Je changerais peut-être d'avis sur lui. Allez, on est parti pour le Vu en ligne et on va revenir sur quelques sujets qu'on avait déjà évoqués, nous, ici, durant l'émission, sauf qu'ils ont évolué forcément depuis. Le CNC, tiens, par exemple, la commission a été totalement suspendue. Voilà, il y a un communiqué qui est sorti et pour remettre dans le contexte, c'était le 25 mars, on avait Ultia qui avait un petit peu fait quelques déclarations sur son live Twitch, sur justement le fonds d'aide à la création pour les plateformes sociales. C'était 3 millions d'euros par an qui étaient destinés aux créateurs YouTube, TikTok, Twitch et Instagram. Dans la foulée, elle expliquait qu'elle soutiendra les projets de ses amis. Voilà, elle avait fait quelques amalgames, elle était un petit peu rapide là-dessus. Beaucoup de gens lui sont tombés dessus. Elle s'est pris une énorme vague d'harcèlement à nouveau, la peau. C'est vrai que ça allait un petit peu loin, même si du coup, in fine, il y a eu une réaction. Voilà, parce que ça ne s'est pas arrêté là. Le 8 avril, donc hier, le président du CNC publie une déclaration et justement, suite à ça, il a décidé de suspendre les travaux jusqu'à nouvel ordre. Pour vous, ça vous inspire quoi? Alors, je trouve ça très étonnant de passer de « elle n'a pas encore siégé, ce qu'elle dit, c'est pas totalement complet, on comprend pas trop ses propos, c'est pas dans la charte », à « on ferme tout ». C'est très ce qui est bizarre. suite, forcément, à du harcèlement que tout le monde a reçu. Alors, déjà, Ultia dans un premier temps, mais aussi tous ceux qui font partie de la commission, tous ceux qui la dirigent, ils sont tous fait un petit peu attaquer de tous les côtés et la réaction, ça a été de fermer. Est-ce que c'est pas bizarre, justement là. un aveu d'échec? La rapidité de tous ces Ouais. événements, en fait. Normalement, une institution, ça met des mois et des mois pour se C'est changer, pour évoluer, pour essayer d'apprendre de ses erreurs. Là, Ultia fait ses annonces. La journée même, elle est exclue. suspendue. Ouais. Et là, 2 semaines après, on supprime carrément tout le secteur. Comme je s'il y trouve avait que- des choses alors, pas à cacher, j'abuse, mais comme si du Ben, je coup... sais pas, mais moi je me dis que c'est plutôt qu'ils C'est bizarre de ils la utilisent en fait ce scandale pour supprimer une aide on parlait beaucoup de supprimer cette aide parce que ça coûtait de l'argent, etc. Donc moi je trouve que c'est peut-être le bon moment pour eux de dire bon bah tiens on va supprimer toute cette aide parce que ça pose trop de problèmes, mais derrière il y a beaucoup d'économies qui veulent être faites sur la culture. Alors, Donc, je trouve Je ça- vais nuancer parce que hier, il s'avère que j'ai vu le responsable, enfin, la personne qui accompagne les créateurs, les youtubeurs sur YouTube et qui a eu le CNC au téléphone dès que cette annonce a été publiée. Il m'a en effet dit que déjà, il y avait eu des graves menaces de mort envers les membres de la commission du CNC. Donc, qu'en fait, entre guillemets, leur action a été d'abord menée par la peur. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit toujours le meilleur indicateur, mais voilà. Ok. Et que la suspension était très certainement temporaire. Ok. Sûrement, le temps de Voilà. remettre de l'ordre. Ouais. Ouais. Que Et- c'était pas, parce que moi aussi, au début, je me suis dit, mais c'est, enfin, vraiment, c'est une honte. Enfin, nous, en tant que créateurs, on peut se développer grâce à ce genre d'aide et notamment, voilà, on le disait, les plus ou moins petites chaînes, laisser la chance à tout le monde. Mais voilà, j'ai été rassurée par une source fiable, voilà, selon laquelle ce n'est pas une décision permanente. Bien sûr. Non, mais ce qui était étonnant, c'était surtout de se dire, on se reconnaît pas dans les propos d'eux, et pourtant on ferme. Enfin, tu vois, je trouvais que ça donnait limite un lien Ouais. qui n'est pas du tout lié, parce Ouais. qu'on comprend que c'est suite à d'autres types de Et ça de vient, pression. ça vient légitimer la violence justement en ligne en Et en disant plus, bah, ouais. si vous êtes Moi, ce qui me violent et dérange, vous c'est ça. insultez tout le monde, ben, ça ferme derrière. Ouais, c'est Donc, vrai. ça va donner Ouais. l'idée à d'autres d'aller insulter à tout va pour faire fermer. Il y a eu une commission justement là récemment où j'ai cru voir Gaspard G, Hugo Décrypte, Jean Massier répondre justement, et Gaspard G avait eu un bon phrasé en expliquant par exemple que l'Everest d'Inoxtag, à travers les taxes qui sont mises sur ces plateformes-là, finance aussi le CNC, et que du coup, typiquement, si tu fermes cette aide-là, qui était déjà un très 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 petit budget, Ouais. finalement, tout ce qui va être généré comme profit via les réseaux sociaux vont être réinvestis dans les films traditionnels, quoi. Et du coup, il était un peu dérangé. Je crois qu'il a fait un peu le jeu avec... le film du Monte Cristo 2. Bon, forcément, il ne peut pas y avoir de suite, parce que l'histoire se termine, à part si on rentre dans la fantaisie. Mais tout ça pour expliquer que l'Everest d'Inoxtag pourrait financer des films français demain, vu que l'argent n'est même pas redistribué un minimum, parce que je crois que c'était 3 milliards sur quasiment 40 milliards qui étaient déjà taxés sur ces plateformes-là. Donc il y a aussi ce côté-là où on reprend l'argent des nouveaux médias, des nouveaux canaux,
pour réinvestir dans les anciens qui étaient un peu mourants ou en train de se faire voler la place. Est-ce que ça aussi, ça vous a un petit peu interrogé? C'est un modèle autofinancé, le CNC. C'est de l'argent public, ça c'est la distribution d'argent public, mais cet argent ne vient pas de nos impôts. C'est par rapport aux revenus de YouTube, ça va être les entrées du cinéma. C'est un modèle exclusif à la France. Des taxes à YouTube pour après le remettre dans notre cinéma français. Est-ce qu'il n'y a pas un Oui, mais un décalage quand tu vas au cinéma, tu finances le cinéma indirectement. Donc oui, c'est comme ça que ça fonctionne. J'espère que ce que dit Louise est vrai et qu'en effet la suspension est provisoire et que ça va être retravaillé. Je crois que pour contexte, cette aide aux créateurs, elle existe depuis longtemps, mais elle avait déjà des motifs d'insatisfaction parce qu'ils n'étaient pas contents de comment l'argent était distribué. Ça finançait des projets de divertissement alors que le but était de préserver ce qu'ils appellent l'exception culturelle française. Donc ils avaient voulu le refaire avec justement ce nouveau jury, et ça a donné cette polémique. Moi, je déplore vraiment qu'ils cèdent à la pression. Je trouve que c'est jamais une bonne réaction de dire on s'est fait insulter, donc du coup on suspend. Ben non, on s'est fait insulter, du coup il vaut mieux ignorer et prendre une décision après, parce que c'est le meilleur moyen d'agir. On va espérer que derrière, il y ait des règles strictes qui soient données, qu'ils ouvrent justement, quand on en a parlé il y a 2 semaines, je crois, on déplorait le fait que ça aidait pas les petits créateurs à émerger, à avoir des nouvelles têtes qui pourraient être aidées. Bah, espérons que tout ça, finalement, soit bénéfique et qu'on ait de nouveaux types de contenus qui émergent avec des personnes qu'on ne connaît pas. Oui, après, il y a aussi des interventions un peu intéressantes. Là, on peut réagir. Je crois que c'était justement Phil Sten, pardon si je le dis mal, qui disait peu importe, pas de passe-droit, pas de copinage, équité. Après, ça ne veut pas forcément dire que dans le CNC classique, il n'y a pas aussi un peu, pas cette même idéologie, mais ce côté... Mais là, elle l'a dit. On ne va pas refaire le débat, mais pour moi, elle fait une erreur immense en disant très fièrement devant une caméra de se vanter de ça. C'est ça l'erreur. Oui. Tu peux pas faire ça. Donc, ce qui veut dire que si des fautes sont commises, mais elles ne sont pas dites, c'est pas un problème non plus. Non, mais en tout cas, il faut la prouver, la faute. À partir du moment où la faute est admise par la personne, elle est de facto avouée. Donc, l'erreur est là. On peut toujours accuser les gens de mentir. On peut imaginer qu'on peut dire que le cinéma se ressemble, qu'ils financent toujours les mêmes choses. Sauf que, à partir du moment où t'as pas de preuves et que c'est juste toi qui l'avance, c'est une discussion de comptoir, quoi. Là, c'est elle qui l'a dit. Puis le problème, c'est que l'art aussi, c'est propre à chacun. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui, je vais leur montrer un film, je vais dire que le CNC a mis X millions dedans, ils vont dire mais ce film c'est une bouse. Peut-être le film d'après, ça va leur toucher. Enfin, c'est subjectif, donc ça va être très compliqué à chaque fois de justifier chaque décision, chaque euro investi du CNC, parce qu'on a aussi l'impression que c'est l'argent des Français, mais tu as fait bien de le rappeler que c'est pas un impôt, même si du coup indirectement c'est de l'argent qui vient de taxes qui aurait pu être utilisé pour autre chose, mais qui est du coup utilisé là-bas. Comment on justifie ça? Parce que du coup, tu peux dire, ah bah non, ce film-là, on n'aurait pas dû le financer, il est nul, ce film-là, je l'aime pas, ce film-là, c'est toujours les mêmes acteurs. Pour en revenir au canaux traditionnel, parce que sur Internet, on a compris que pour l'instant, ils se sont dit, bon, bah, la formule, on va la revoir de A à Z. Mais peut-être qu'il faudrait justement plus de transparence sur les décisions qui sont prises. Je crois que c'est obligatoire. Oui, mais peut-être que de filmer les réunions pour voir comment ils décident, mettre plus d'humain en fait dans les décisions, parce que là, quand on parle du CNC, maintenant on s'imagine des pièces sombres et se dire allez, on va soutenir les projets de nos amis. On va des gens distribuer de l'argent. Voilà. Donc là, ça serait peut-être de mettre plus de mettre personne, peut-être des gens aussi de la société civile. De les mettre en difficulté. Parce que du coup, le harcèlement va être amené sur ces personnes-là parce que tu ne vas pas apprécier la décision qui ne va pas dans ton sens personnel. Peut-être pas de voir la décision en tant que telle, mais plus d'expliquer en fait. Oui, voilà, des grands masques. Non, mais peut-être mettre des personnes de la société civile aussi qui vont... Comme ça, on ne va pas parler de copinage parce qu'il y a des personnes vraiment de l'extérieur qui vont pouvoir aussi décider de quel film ils ont envie de voir. Peut-être moins centré sur les personnes du milieu et essayer d'aller chercher d'autres personnes comme on l'a fait pour des conventions. Donc, il faudrait revoir un peu le système si jamais on repère ces mêmes cheminements. Par exemple, des personnes qui regardent ce contenu en ligne, pourquoi ils ne seraient pas invités à décider aussi, que ça fasse partie d'un petit panel avec les autres créateurs. Avec la technologie, on peut faire beaucoup de choses. Donc, on pourrait essayer d'interroger un maximum de monde sur un maximum de projets. Bon, il y aura toujours des gens pas d'accord, donc non juste de la transparence. Ça, c'est Yuga qui nous dit ça. Effectivement, c'est des sujets très compliqués, et vu que c'est de l'argent, on va dire, public d'une certaine manière. Là, on rappelle que c'est des taxes quand même spécifiques sur des billets de cinéma, mais les gens vont dire, le billet de cinéma, je le paye moi avec mon économie, donc en soi, c'est une taxe, c'est une taxe, un impôt déguisé en taxe, quoi, entre guillemets. C'est vrai que du coup, ça pose question. C'est comme là, on voit en ce moment avec l'Assemblée générale, là où on vient de clôturer toute l'étude sur la télévision. La commission d'enquête sur l'audiovisuel public. L'audiovisuel public. Donc là, tu vois, les gens se disent, c'est normal que je puisse regarder et donner mon avis, vu que
entre guillemets, c'est mes impôts qui vont Ouais, là-dedans. ouais, c'est sûr. C'est vrai que tous ces financements-là, les gens réclament une transparence plus totale aujourd'hui parce qu'on n'arrête pas de répéter qu'on n'a plus d'argent. Ça va aussi de pair, quoi. On n'a plus d'argent, donc les gens sont en train de regarder chaque euro, chaque centime. Deuxième chose, tiens, sur YouTube, qu'on avait aussi évoqué, qui évolue, c'était il y a quelques semaines qu'on en avait parlé. Et ben justement, YouTube passe à l'attaque sur les pubs avec maintenant un format spécifique pour les utilisateurs de télé. Rappelez-vous, on avait fait un gros débat ici avec YouTube qui s'installait de plus en plus dans les salons, sur nos télés. Et ben ils ont réussi à créer maintenant l'envoi de pubs de 90 secondes non skippables Ah ouais. sur vos écrans de télé 90. maintenant. Non skippable. Non Wow, skippables. c'est Et du chaud. coup, les gens commencent à se dire, bah, les avantages qu'on avait avec YouTube, on les perd. Donc en fait, ils ont créé le produit, ils ont créé la dépendance. Mais ça, c'est Avant- juste au début ou même pendant ta vidéo? Alors, ce qui tourne sur Reddit, c'est depuis quelques jours, signale l'opération d'épuiser de 90 secondes la version télé. C'est qu'au début pour le moment. Ok. Ouais. Mais qui Tu va prends 90 sûrement secondes au début de la vidéo. partout. Oui, bah oui. Mais avant, c'était 15-30 secondes. Maintenant, c'est 90 secondes direct. Tout ça pour amener à YouTube Premium, encore une fois, où effectivement, ils ont créé Une économie le télé, problème. c'est ça. Je Et suis même pas sûr que le but soit de t'amener le à vaccin. YouTube Premium. Je pense que le but est de te faire voir de la pub. Ouais. C'est juste que le marché de la publicité, jusqu'à L'un ou maintenant, l'autre. cibler la télévision, cibler ces grosses plateformes. À partir du moment où les budgets de la publicité s'étendent maintenant sur les plateformes numériques, que ce soit YouTube ou Netflix, et que du coup, il y a un marché pour la pub de 1 minute 30 sûr. qui émerge, Bien sûr. bah pour YouTube, il vaut mieux diffuser ça parce que ça va plus leur apporter qu'une pub de 30 secondes. Donc, C'est sûr. je pense pas qu'ils veulent te vendre du L'un ou YouTube l'autre. Premium à YouTube. C'est Mais à mon avis, ils perdent de l'argent sur YouTube Premium par rapport à de la publicité. Ça doit être plus rentable pour Ouais. eux d'avoir des gens qui consomment de la publicité tous les mois Bien plutôt que te vendre un abonnement de. Sauf de si 11 demain, euros. 90% de gens ont pris YouTube Premium. Où là, Oui, effectivement, c'est ça va toujours rééquilibrer des revenus fixes. leur cadeau. Mais tu as raison, forcément, quand tu vendais un spot de 5 secondes et maintenant que tu vends un 90 secondes non skippable, Ouais. les financements sont plus les mêmes et du coup, ça permet à faire rentrer un peu d'argent chez Google, hein, qui Mais détient YouTube. d'ailleurs, même sur Insta, là, depuis quelques jours, j'ai des pubs non skippables en story. Et dans le feed, c'est des choses qui n'y étaient pas avant. Et Exactement. même sur Insta, en fait, on peut plus skipper et c'est insupportable. Mais je pense que ça va vraiment se généraliser sur toutes les applications parce que c'est vraiment un revenu en plus. Mais en ils fait, maintenant, ils te proposent. Moi, je sais que ça m'est arrivé. Ma grand-mère, la dernière fois, elle me disait Je n'arrive plus à accéder à Facebook, Louise, qu'est-ce qu'il se passe? Et en fait, on lui disait Est-ce que vous voulez continuer à ne pas payer, mais il y aura des pubs? Ou est-ce que vous voulez payer et à ce moment-là, vous n'aurez plus de pub? Et je me suis dit Mais en fait, il y a un abonnement qui a été lancé. Pour toutes les Ouais. plateformes maintenant, ouais. T'imagines le C'est un prix que ça truc de ouf. coûterait de le Et faire tu ne sur peux toutes? pas utiliser vraiment tant que tu n'as pas tu vois, fait ta sélection. Oui, t'es bloqué sur la Mais page. d'un quoi. autre côté, enfin, en fait, ce qui est horrible, mais c'est, je pense qu'on s'est habitué à la gratuité parce que pendant un moment, on réussissait notamment à hacker, à contourner, mais en fait, rien n'est gratuit, quoi. Il y a toujours mais quelqu'un c'est- qui paye. Mais justement, on paye déjà, ils vendent nos données, toutes ces plateformes-là. C'est vrai ils que ça, font de faudrait le l'argent. mesurer. Les termes. Faudrait le Ils- mesurer. Mais c'est vrai, ils vendent toutes ces données-là, ils font beaucoup d'argent. Toutes ces sociétés, elles sont valorisées à des milliards et des milliards. Et ils veulent toujours gratter un peu plus, en Ouais, fait. c'est Et c'est vrai. ça qui est un peu. Ouais. Ça n'a jamais C'est été gratuit toujours- parce que justement, on était d'accord de donner nos données. Mais là, en plus de ça, parce que 8 ça euros, ça va jamais changer. En 8 plus de euros. ça, on va 8 payer, euros. en fait. Et Donc, c'est quand même l'histoire fou. d'Insta, elle est d'autant plus folle que pour avoir le contexte, c'est le règlement européen sur les services numériques qui s'appelle le DSA, qui impose en fait à toutes les plateformes du numérique de nous proposer un moyen de ne pas avoir de la publicité alternative. ciblée. Mmh. Donc en Ok. gros, tu es censé soit avoir la publicité ciblée, soit dire je veux pas être ciblé. Donc dans ce cas-là, une publicité générique. La même pour tout le monde. Et les groupes comme Facebook, Instagram n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. C'est qu'ils trichent avec ce qu'on appelle le payer consent. Ils disent en gros, OK, on offre à nos utilisateurs un moyen de ne pas avoir de la publicité ciblée, mais c'est payant. On leur propose de payer 8 euros par mois pour supprimer la publicité. Et il y a des enquêtes en ce moment en Europe qui certainement aboutiront à la condamnation de ces pratiques pour dire que non, l'option non ciblée doit être gratuite et qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais pour l'instant, ils gagnent du temps et ils font que repousser la loi en nous faisant consentir à accepter de la publicité ciblée pour pas payer. Du coup, on leur a dit qu'on était d'accord, alors qu'on l'est pas. Alors qu'on l'est Ça pas. voudrait dire que l'Europe pourrait interdire le. Elle l'interdit tout ce déjà, schéma. juste ils Oh, comptent. Ah oui. Ils vont leur mettre une amende, quoi. Une amende qui sera... En tout cas, aujourd'hui, c'est interdit. C'est-à-dire que tu es censé demander pour collecter, pour que Louise aille sur Instagram et ait des publicités, elle est censée donner son accord. Et pour qu'elle donne son accord, ils lui ont menti en lui disant qu'il fallait qu'elle paye si elle voulait ne pas donner son accord. Mais ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est un accord Mais- forcé, quoi. C'est un accord forcé. Et c'est tout le problème de la Commission européenne qui lutte contre des groupes qui ont toujours des idées folles pour ne pas respecter la loi Et beaucoup d'avance à chaque fois. et un gros délai pour pouvoir les mettre en application.
Enfin, pour rebondir justement à ça, alors forcément vous comprenez, hein, Internet prend de plus en plus de budget publicitaire. Avant, ceux qui se gavaient sur ces budgets-là, c'était la TV traditionnelle. Et tu as eu le PDG de TF1 qui a appelé à réguler plus fortement YouTube. Il estime que YouTube est soumis à trop peu de taxation, d'obligations et de responsabilités. Donc ça y est, ça commence à monter au créneau au niveau des puissances françaises. Là, c'est carrément le PDG de TF1 donc, qui vient alerter, qui vient demander à ce que des mesures soient prises. Effectivement, ils sont en train de comprendre qu'ils sont en train de perdre la bataille, là, petit à petit, et que ça va peut-être un peu trop vite pour eux. On les entendait pas jusque-là, pendant que YouTube était en train de se faire son petit marché et en train de permettre à des talents de naître et d'exister et de produire. Et on les entendait pas. Et maintenant que la publicité, elle est vraiment aspirée, là, forcément, ça les fait réagir. Bon, après, à voir si on vient taxer de manière supplémentaire, si on vient, je sais pas, rajouter des règles de l'Arcom, ce genre de choses. J'ai vu, ça parlait aussi de la pluralité de la politique, parce que je crois que c'était Jean Massier qui disait sur Internet, ça ne peut pas arriver, parce que sur Internet, on peut créer 40 000 canaux, alors qu'à la télé, il y a X canaux déjà définis, donc c'était normal de pouvoir suivre ça. Donc il y a plein de sujets qui font qu'on peut venir quand même un peu titiller Internet, mais pour l'instant, on essaie de protéger ça au maximum. Et on voit des collabs aussi qui sont en train d'être lancés. Tu parlais de Gaspard G. Gaspard G qui a un partenariat avec TF1 justement pour produire des vidéos sur YouTube. Donc en fait, ils essaient aussi de trouver des alternatives pour continuer à rendre la télé attrayante. Donc je ne sais pas si ça marchera, mais là, la vidéo, elle marche super bien. Il a sorti une vidéo avec Jean-Luc Mélenchon et la vidéo, elle fait déjà des centaines de milliers de vues. Très très bon Gaspard G. Moi, j'aime beaucoup le personnage. Tiens, nouvelle information, c'est sur la précarité étudiante. Pareil, on en avait parlé ici, mais en général, et là, il y a carrément eu une vidéo qui a beaucoup fait réagir. C'était une étudiante qui nous accueillait dans son petit chez elle avec tous ses petits soucis du quotidien. Et forcément, les gens lui sont un peu tombés dessus parce qu'elle avait forcément quelques besoins qui coûtent un certain prix. Je ne sais pas si on a la vidéo, on peut la regarder. Tous les mois, je me dis, ok, si jamais là j'ai 200 €, faut que je les envoie à telle personne qui m'avait prêté de l'argent. Là, du coup, on a les crédits que j'ai fait sur ma banque, du coup. Donc un de quasiment 20 000, enfin de base il était à 20 000 et un de 10 000. Si j'ai fait ces prêts étudiants, c'est parce que déjà moi, mes parents ne pouvaient pas forcément se permettre de payer 7 000 € l'année. Ils ne pouvaient pas non plus se permettre de me payer du bon matériel. Et aussi, si jamais arrondir les fins de mois, surtout effectivement la première année où il n'y avait donc pas d'alternance, sachant que tout ça c'était avant l'inflation. Donc c'était encore un petit peu faisable. Alors maintenant ça ne l'est plus du tout. J'habite donc sur Paris, dans le 18e arrondissement. Ça me coûte minimum 1 200 € si je compte les charges par mois, ce qui est énormissime pour quelqu'un qui étudie. On en vient à essayer de faire des prêts à la consommation, sauf qu'on n'a pas forcément le bon statut pour pouvoir faire des prêts à la consommation, donc on passe par des magouilles. À la Fnac, on peut faire un prêt à la consommation en prenant la carte de fidélité qui est une sorte de carte de paiement. Et en fait, au lieu d'utiliser cet argent pour acheter les produits Fnac, tu peux les transférer sur ton compte en banque et faire tes courses avec. Concrètement, dessus, j'ai... c'est pas 2000, c'est 1 000 €, tu vois, sur une durée de 36 mois avec un taux annuel de 23%, ce qui est énorme. En fait, on dépense de l'argent à faire des crédits comme ça, même si sur le moment, on n'a pas le choix. Il y a eu des mois où, concrètement, je devais choisir entre nourrir mon chat ou m'acheter un paquet de pâtes, aller chercher les pâtés les moins chers à 90 centimes parce que je pouvais pas lui payer le paquet de croquettes. Vu que je suis addict à la cigarette, par exemple, c'est est-ce que ce midi, je mange ou je me paye un paquet de cigarettes? Si je dois emmener mon chat chez le vétérinaire demain, je peux pas, ou alors il faut que j'emprunte à quelqu'un. Tous les mois, je me dis, ok, si jamais là j'ai 200 €, faut que je les envoie à telle personne qui m'avait prêté de l'argent. Et mon meilleur ami, par exemple, qui lui avait un CDI et qui est d'ailleurs le garant de mon prêt étudiant, j'ai été obligée de lui demander tous les mois un petit peu d'argent. On est à 10 000 € de dette. Je sais que dès que j'aurai un CDI, quelque chose comme ça, il y a la moitié qui partiront et dans le remboursement de mon prêt étudiant officiel et dans les prêts de consommation que j'aurais fait pendant mes études et pour les potes qui ont été assez sympas et m'ont prêté. Bon, voilà, elle nous partage ces difficultés du quotidien qui sont pas évidentes. On a justement, on a justement, forcément le loyer. On en avait parlé un peu la semaine dernière, la difficulté de se loger, surtout si tu vas être dans une certaine école. Donc du coup là, être dans Paris, ça lui coûte déjà 1 200 €. Après, les gens sont revenus sur son addiction à la cigarette en lui disant, tu vois, c'est quand même un produit aujourd'hui de luxe. Et le problème, c'est qu'elle s'enferme dans des prêts à des taux infinis et du coup, la boucle, elle est exponentielle. Le taux du prêt, 23%, je sais même pas comment c'est légal. Mais c'est ça le problème, vraiment, c'est taux à la consommation. C'est censé aider, mais ça met tellement de personnes dans la merde parce qu'ils n'arrivent pas en fait à rembourser. Donc ils font des prêts sur des prêts pour pouvoir rembourser les prêts.
Et en fait, tu te retrouves coincé vraiment et tu peux te retrouver jusqu'au tribunal parce qu'à la fin, tu n'arrives plus à payer. Ouais, bien sûr, ça vient pas de banques traditionnelles, parce que les banques traditionnelles, forcément, elles évaluent un dossier. Mais là, elle expliquait qu'avec son rôle d'étudiante plus ses ressources, aucune banque ne lui aurait accepté un taux à la consommation avec un taux un peu plus correct. Donc, elle se dirige vers ceux qui sont dans le commerce et qui, du coup, forcément, en profitent. Normalement, c'est pour un achat d'urgence d'une fois dans une vie. Mais eux, on voit bien qu'ils en ont besoin quasiment mois après mois. Quoi. Je sais que Louise, c'est un sujet qui te parle beaucoup. Est-ce que tu trouves ça normal que les gens ont été là à épier ? Ouais, mais elle s'achète ça. Regardez, là, le paquet de cigarettes, elle a un chat. Est-ce qu'elle a été bien formée financièrement ? Enfin, tu vois, on vient lui reprocher le moins de détails, alors qu'effectivement, on voit aussi que sa situation, elle n'est pas évidente. Non, après, c'est une règle d'or, j'ai envie de dire, sur Internet. C'est toujours plus facile de critiquer. Et j'ai même pas envie de dire que de faire, parce que normalement, c'est ça l'adage. Mais là, c'est même, j'ai envie de dire, juste d'empâtir. Parce que moi, j'ai juste de l'empathie pour cette jeune femme qui essaye de joindre les deux bouts. Sa situation n'est pas normale. Et je pense que, en fait, les jeunes sont un peu les oubliés, on va dire économiquement, parce que comme ce sont ceux qui n'ont pas encore toutes les clés, ne sont pas encore vraiment syndicalisés, n'ont pas vraiment encore les moyens finalement de se renseigner et de protester, en fait, ils subissent beaucoup. Et j'ai presque l'impression qu'on tire profit de notre ignorance, mais voilà, qu'on ne peut pas, à laquelle il est difficile de pallier. Et j'espère que bientôt, il y aura là aussi plus de transparence sur les aides qui sont disponibles, qu'on pourra faire aussi plus d'efforts pour cette catégorie d'âge, et qu'on ne se retrouvera pas dans cette situation où on doit choisir entre un sachet de pâté pour son chat ou un paquet de pâtes pour soi, quoi. Et ce qui est alarmant, c'est justement c'est pas un cas particulier. Il y a plein de jeunes qui sont dans cette situation. Et je l'ai vu, moi, dans les banques alimentaires, le nombre de jeunes qui vont dans les banques alimentaires chaque semaine juste pour manger. Avant, c'était des personnes dans le besoin. Maintenant, c'est des étudiants, en fait, qui n'arrivent plus à payer. Et je crois que c'est un étudiant sur 5, quand même, qui n'arrive pas à manger à sa faim. Donc, c'est vraiment flippant et ça montre bien que c'est structurel. Donc, on peut bien critiquer sur est-ce qu'il faut donner à manger à son chat ou est-ce qu'il faut avoir un chat ou pas. Mais plus largement, c'est un problème qui touche des millions de jeunes en France. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça, hein. Surtout que là, du coup, elle a facilement été critiquée sur le fait qu'elle fume des clopes, qu'elle a un chat. Ok, mais si ça se trouve, c'est son seul plaisir. C'est la seule chose qui lui permet en fait d'avoir un peu de positif, parce qu'il faut vraiment se rappeler qu'un étudiant, c'est pas non plus la vie super chill, pas de stress. Hein. Du coup, surtout pour les personnes qui n'ont pas de parents qui peuvent les aider financièrement, tu as tout l'aspect stress qui vient en plus. Déjà, tu dois gérer toutes tes études. Tu dois être là à avoir ton école, aller en cours. Ça fait de la fatigue, rester concentré toute la journée. Tu as tous les trucs à rendre, les partiels à réviser. Tu as toutes les choses à gérer. Du coup, elle, de son côté, elle doit payer le loyer, etc. Tu n'as pas toujours accès au Crous, parce que c'est sur des listes d'attente, des délais. Et tu dois te dire aussi que la majorité des étudiants doivent aussi avoir un taf à côté. Donc, t'imagines toutes les choses que tu dois gérer en plus, en sachant que tu es en train de te construire. Enfin, moi, je me vois mal lui reprocher qu'elle dépense dans des clopes ou... Au-delà de ça, les gens lui disaient « Ah bah tiens, tu devrais aller habiter plus loin parce qu'un loyer à 1 200 €, tu peux pas te permettre, donc allez, va te rajouter 2 heures de transport. » Mais c'est dans tout ce que tu disais. déjà de trouver un appart quand tu es étudiant. Enfin, j'ai tellement galéré moi-même, juste parce qu'en fait, déjà, tu n'as pas de garant parce que tes parents, ils gagnent pas assez. Tu es étudiant, donc pour eux, tu es vraiment le dossier, mais vraiment à jeter à la poubelle. Genre, oh my God, elle est étudiante, c'est fini pour moi. Quand tu es seule en plus, encore pire. Enfin, moi, elle peut pas. Elle pourra pas trouver un appart et partir de là où elle est. Donc, elle est obligée de payer les 1 200 €, ou alors elle va squatter chez un pote ou autre, mais... Enfin, elle devrait pas avoir à faire ça, quoi, au final. Elle devrait faire des études juste focusées sur ses études, et c'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Mais c'est trop difficile, trop difficile. Et maintenant, à notre époque, si t'as pas vraiment d'études, c'est très compliqué. Si t'es pas manuel ou autre, va. Si t'as pas de piston non plus, va trouver quelque chose, quoi. Ouais. Donc non, franchement, moi je vois plein. En plus, du coup, je suis encore à la fac, mais je vois plein d'étudiants. Ouais, on a aussi des trucs qui sont mis en place dans chaque université. Il faut se renseigner pour les étudiants. Dans la maison des étudiants, etc. Ils peuvent proposer des choses. Il y a aussi des petites banques alimentaires qui sont mises en place et tout. Mais il y en a de plus en plus d'étudiants. Il faudrait qu'on s'entraide. Je sais pas, je pense à voix haute, mais vraiment, je me dis, putain, si jamais on est un peu délaissé par la société, pas pris au sérieux, en fait, faudrait qu'on crée un truc entre jeunes pour les jeunes. Je sais pas, je sais que par exemple, il y a une application qui existe, je crois qu'elle s'appelle Entourage, pour les personnes qui sont à la rue, pour les personnes sans domicile, si jamais on peut leur apporter un coup de main ou faire ce qu'on peut.
je sais pas, faudrait presque inventer une application comme ça pour les étudiants pour savoir quand est-ce qu'ils ont besoin peut-être Mais ça existe. d'un prêt. Ça existe. Il y a une application, je crois que ça c'est Student Help, où c'est des personnes qui gagnent bien leur vie, donc plus âgées, qui vont aider en fait des jeunes, qui vont comme parrainer en fait un étudiant. On en est là, hein, c'est quand même assez fou. Ouais. Mais de parrainer un jeune pour justement aller faire les courses avec lui, pour pouvoir lui payer les choses qu'il peut pas se payer. On pense à l'huile d'olive par exemple qui coûte un bras. Sans compensation. Et non, sans compensation, Quand tu c'est des demandes pas un personnes. ménage ou Non, pas du tout. C'est bénévole, mais ça peut aussi créer une relation avec Un lien. cette personne. Ou c'est aussi des étudiants qui peuvent être très seuls parce que justement, t'as pas d'argent pour sortir, pour aller boire des verres, etc. Donc c'est des personnes forcément, qui elle doit se s'isoler. retrouvent, D'où le ouais, chat seules. aussi, qui à mon avis. Bah oui. Et d'où du coup, le là, il y a chat. une personne dans le chat qui dit ouais, mais la colocation existe. Je sais pas si vous avez déjà fait des demandes de colocation. C'est des trucs, limite, c'est plus sélectif que d'entrer en master. Hein. T'es en mode, tu dois être comme ci, comme ça. Enfin, t'as plein de refus. C'est pas si simple que ça. Hein. À part si, du coup, pareil, t'as des connaissances. Genre, par exemple, je sais pas, moi, ta tante, elle a quelqu'un qu'elle connaît. Ils peuvent te faire rentrer dans la coloc. Mais c'est pas si simple que ça. Hein. C'est Oui, c'est souvent super du compliqué de se contact, loger. Hein. Ouais. Bah, effectivement. Donc, force à tous nos étudiants et étudiantes qui nous regardent, avec qui ça doit pas être évident, surtout en ce moment économiquement, effectivement. Et soyez plutôt solidaires à encourager plutôt que d'aller titiller et regarder le détail de chaque quotidien. Dans tous les cas, ces dettes, c'est elle qui les paiera in fine. Hein. Là, tous Ouais, ces c'est emprunts, ils vont devoir être remboursés à un moment ou à un autre. Et c'est elle qui en paiera le prix. Et tu l'as dit, hein, vu qu'elle est jeune et qu'elle est étudiante, il y a aussi ce côté où ceux qui lui prêtent de l'argent, ils savent qu'elle aura toute sa vie pour rembourser. Contrairement à des gens, on va dire, plus âgés qui sont déjà dans une situation fixe, elle, t'es en mode, demain, elle travaillera, et quand elle travaillera, on sera là pour lui rappeler qu'elle nous doit ça. Donc, pas évident, autant le présent que le futur, il doit pas être évident, et c'est vrai que psychologiquement, ça doit pas être facile pour ces étudiants qui cherchent à faire des longues études. On revient avec un autre sujet, pareil, hein, ça va toucher au niveau du portefeuille, mais cette fois-ci, c'est du côté de Céline Dion, et le dynamic Sans transition. pricing. Sans transition. Sans transition, alors je pense pas qu'elle sera, elle, du côté du concert de Céline Dion, mais en fait, vous l'avez vu, hein, ça va s'afficher, mais la vente générale des billets de Céline Dion a ouvert du coup ce matin, et ça a rapidement tourné au scandale. Il y a La Dépêche qui a fait un article qui illustre que des centaines de fans ont vécu en direct pendant la vente. Les prix se sont envolés en temps réel, donc c'est le dynamic pricing. Sous leurs yeux, donc c'est passé de 426 au moment où tu le mettais dans le panier à 855 € le temps de valider la commande. Donc pendant que tu étais en train de faire ta commande, et il y a Pure People qui nous explique que c'est ce qu'on appelle le dynamic pricing, une tarification algorithmique qui ajuste les prix à la hausse en fonction de la demande en temps réel. Alors moi je connaissais ça dans l'aviation. Ouais. Uber aussi, Peut-être non, les, ça fait un peu ça. les hôtels, Uber, oui. Oui, c'est Uber, vrai, oui, Uber avec oui, des Uber, fois. ouais. T'as le prix qui est affiché, C'est et ça. juste avant, parce qu'il y a eu un truc, ça s'est un peu augmenté. Ouais. Mais moi, je croyais que c'était ouais. illégal justement pour Bah les ouais. concerts, C'est une parce vraie qu'on a question. la vision des Américains où ils peuvent atteindre des prix faramineux, et certains Américains viennent en France ou en Europe pour voir des concerts parce que c'est moins cher de prendre un billet d'avion Tu m'étonnes. que Bah là, c'est ça. d'aller voir Et moi, je pensais que c'était beaucoup plus réglementé que ça en France et en Europe, mais ça a pas l'air d'être le cas. Ça l'est, hein. Ça l'est normalement. C'est censé être. C'est pas interdit, mais t'es pas censé avoir un prix final qui Ouais. est différent du prix affiché. Ah. Donc là, la vidéo qu'on voit, je vois pas comment ça peut être légal en Europe. Pour moi, les plateformes, elles C'est abusent peut-être des totalement. revendeurs ou des trucs comme ça, non Non, justement, c'est pour parce que contrer ça. c'est- Bah, Pour c'est contrer ça. Ticketmaster et toutes les grosses plateformes qui font ça. Et du coup, elles le font pas sur tous les billets, mais en fait, elles ont. Céline Dion a mis des prix entre un prix minimum et un prix maximum, et eux prennent sur les billets les plus chers ceux Là, qui c'est sont les le mieux Platinum placés. uniquement. Là, c'est les ça, Platinum. Mais ça n'existe pas cette catégorie. C'est eux qui l'ont créé cette D'accord. catégorie Platinum. Pardon. Ils ont pris les billets les mieux placés parmi les plus chers, et ils disent que c'est des billets donc haut de gamme. Et sur ces Ok. billets-là, ils appliquent un dynamic pricing. Mais normalement, c'est censé être affiché. Quand tu mets ton truc au panier, tu es censé le payer à ce prix-là. Donc, moi, je suis étonné que ce soit possible en Europe. Normalement, tu as parlé de l'exemple des avions, des trains. Il peut y avoir du dynamic pricing en fonction de la demande, mais le prix que tu vois au moment où tu as fait la recherche, c'est le prix où tu es censé le Bah, payer c'est ce si tu le mets que au panier. confirme Néo. Hein, exactement, c'est réglementé car pour la SNCF, par exemple, ils préviennent jusqu'à quelle heure, quelle minute le prix est Ouais, défini. c'est ça. Ouais, Au moins, ouais, c'est Ouais, clair. c'est vrai. C'est C'est le ça. fameux truc de vous avez 15 minutes parfois C'est vrai. pour valider Exactement. votre Bah voilà. truc. Ça, c'est Votre la prix loi est en validé Europe. 15 minutes. Quoi. Ça, c'est la loi en Europe, alors qu'aux États-Unis, si tu veux prendre tu veux voir une comédie musicale à Broadway, tu le mets dans un panier, le prix va évoluer dans le panier en temps réel, et ça te met la pression pour payer horrible. le plus vite possible. Et C'est- généralement, c'est- ça monte, ça descend pas. C'est un peu les dérives du libéralisme, en fait. C'est, parce que fondamentalement, on pourrait se dire, bah oui, c'est l'offre et la demande. Oui, mais du coup, jusqu'à quel point? Moi, je trouve que c'est juste là où il faut se poser la question de où est-ce qu'on veut que l'État intervienne. L'État intervient, par exemple, pour plafonner les prix des logements. On en parlait la dernière fois, même s'ils restent trop élevés.
est-ce que la culture doit pas être plafonnée aussi? Parce que sinon, moi, ce que je trouve dommage, c'est que ça crée vraiment, ça creuse les inégalités, ça rend la culture accessible uniquement à ceux qui sont déjà privilégiés. Totalement. Alors après, je vais me mettre dans la peau du diable, entre guillemets, mais est-ce que tu préfères ce système-là ou des scalpeurs qui vont prendre 80 places dès l'ouverture et qui après vont la revendre au noir devant à la sauvette en te disant maintenant c'est 1 000 €. Et là, du coup, c'est pas la plateforme qui prend le faire dans tous les cas. Non, c'est limité, ouais, mais là, mais il faut... le billet est déjà à 690 € par le scalping naturel de l'algorithme. Le scalper, il va moins scalper, quoi. C'est une mauvaise excuse parce que tu pourrais limiter le nombre de billets vendus et c'est le cas. Tu peux pas acheter plus de 6 billets, je pense, à la fois. Avec l'IA, désolé, je fais 40 comptes. Oui, c'est sûr, mais 40 comptes, 40 cartes bleues. C'est swag, en fait. C'est à cause de lui, ce prix-là. C'est pour ça que les 3 millions de personnes connectées, c'était drôle. C'était toi. Non, on n'était que 1 million. Non, mais tu vois ce que je veux dire, genre en vrai de vrai. Et du coup, là, avec le dynamic pricing, les scalpers, en fait, on se fait scalper directement par la plateforme, quoi. Et plus au noir devant la boutique où le billet, une fois sur deux, il est falsifié. Bon, c'était pour les défendre, mais effectivement, je crois que c'est réglementé en Europe. Actuellement aux États-Unis, Live Nation Exactement. a un procès justement parce qu'ils ne respectent pas la concurrence et ils font des prix complètement fous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils font des accords aussi avec les artistes. Ouais. Les artistes, ils se retrouvent un peu piégés par ces plateformes de tickets parce qu'en fait, ils signent des partenariats sur plusieurs années et au final, ils n'arrivent pas à sortir de ces partenariats. Même les salles de concert, elles sont sous exclusivité de certaines plateformes et c'est là que les prix peuvent s'envoler parce qu'en fait, Ils ont le monopole. Ils n'ont plus leur mot à dire. Donc ça, c'est assez flippant. Et il y a un autre point aussi, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez de concert de Travis Scott en 2021 qui avait viré au drame. Ouais. Il y avait oui. eu 9 morts. Et il y a plusieurs personnes qui ont pointé du doigt justement ces applications de billets parce qu'ils ont vendu trop de billets pour l'endroit qui était beaucoup trop restreint. Et en fait, parce qu'il y avait cette idée de vendre toujours plus. Donc ça peut aller jusqu'à très loin, jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui meurent, quoi. Bah justement, donc là, en moins de 3 heures, les billets Platinum sont passés de 160 à 260 € pour les moins chers, de 610 à 890 pour les meilleures places. Il y a une fan qui a témoigné, qui a dit le prix a doublé, voire triplé en 2 secondes, passant de 400 à 900 €. Donc, il faut faire très attention avant de valider, parce que si tu vas aller vite, en plus, tout ça, c'est une question de... T'es pressé, quoi, pour être sûr de valider tes places. Ça passe de 400 à 900, tu fais pas gaffe. Et tu valides en ayant payé beaucoup plus cher que annoncé. Et c'est pas une première, hein. Taylor Swift, Oasis, ils y sont passés aussi, hein, et ça avait fait râler tout autant. Donc, moi, j'ai abandonné Céline. Ça joue sur une corde raide. Mais là où tu as raison, c'est que je pense qu'il y a énormément d'étrangers qui se sont aussi jetés sur les places de Céline Dion. Et du coup, ça aide pas forcément les Français à pouvoir en avoir un maximum. On va suivre ça, mais bon. Après, tu as très bien expliqué sur Ticketmaster et le procès qui est en cours, mais là, c'est du côté des États-Unis. Autre vidéo, c'est Landy. Vous connaissez Landy ? Pas du tout. Landy, personne sur le plateau ? Non. C'est un rappeur français. Il a répondu un petit peu à Inox Tag, là, justement, en vidéo. On écoute ça et je vous remets dans le contexte. Il y a du bif. On n'a pas la vidéo ? Mince. Eh ben, on va piéger. imaginer. Non, parce qu'il était, je crois, avec Fares Salvatore, où il a un concept 24 heures avec. Ah. Et il avait pu s'exprimer. Alors, il avait aussi mis une punchline dans un son. Alors, en gros, à l'époque, Inox Tag, on lui avait dit que le cambriolage qui a eu lieu chez lui, ça pouvait être Landy ou ses équipes. Et que, du coup, il y avait des cartes Pokémon d'une certaine valeur qui avaient disparu. Et du coup, Landy était en mode, moi, je réponds pas à des polémiques toute bête, je me suis rendu à la police, je me suis rendu compte que je n'avais rien à faire dans cette histoire, donc lui voilà, il a pu officiellement s'exprimer là-dessus, et du coup dans un son, il a dit moi en 2005 j'ai touché le jackpot, qu'est-ce que je vais faire avec tes cartes Pokémon, quoi. Voilà, du coup il le transforme en art, donc est-ce que ça va s'arrêter là entre Landy et Inox Tag, qui s'entendaient bien en plus, hein, pour les avoir reçus aussi en émission en même temps, c'était 2 personnes qui s'entendaient bien, mais après forcément il y avait eu ce petit couac entre les deux où on savait pas trop. Alors après, est-ce que Inox Tag a accusé Landy ou est-ce que c'est l'entourage d'Inox qui a dit c'est peut-être lui? Enfin, on sait pas réellement. Je suis pas sûr qu'Inox Tag lui ait pris la parole directement contre Landy. Mais c'est vrai que c'était une rumeur qui s'était énormément propagée. Oui, en 2015 pour Landy, le moment où il avait pris fortune. En tout cas, voilà, il lui a répondu de manière assez mature au micro de Fares et en même temps au niveau musical, donc avec de l'art, comme il sait si bien le faire. Dernière information de ce Vu en ligne, c'est lié à ChatGPT. Oui, c'est lié à ChatGPT. À Strasbourg, il y a un homme de 37 ans qui a ouvert une session de ChatGPT et qui a formulé une intention d'acheter une arme
pour tuer un agent du renseignement de la CIA, du Mossad, de la DGSI. Donc il a été vraiment en train de tester en fait ChatGPT dans toutes ses possibilités. Et du coup, suite à ça, il y a eu une alerte au niveau du RAID et il s'est fait totalement interpeller directement. Donc comme quoi, tout ce que vous faites sur les IA, sur ChatGPT, ça peut renvoyer certains signaux quand ça devient un peu trop problématique. Et après, derrière, il faut répondre de ces actes. Mais justement, est-ce que tu peux être condamné sur le fait que tu aies parlé à ChatGPT parce qu'il n'y a pas d'apologie, parce que tu ne l'as pas mis publiquement? Est-ce que tu peux être condamné parce que tu t'es amusé avec ton ChatGPT? Non, Je pense pas, mais c'était pour vérifier si c'était pas... Dis-nous. C'est globalement ce que la justice a dit. C'est que la justice a dit qu'il n'y avait pas d'enquête à faire parce que c'était juste une conversation avec une IA et il n'y avait pas d'intention réelle ou d'armes à sa disposition. Ils lui ont juste Maintenant, défoncé c'est sa vrai que porte. c'est un... Ouais, ils ont juste défoncé sa porte. Et ils ont fouillé partout. Aucune arme Ils ont retrouvée, fouillé partout, placée en mais garde à vue. La conversation en elle-même n'est pas punissable. Maintenant, c'est quand même un bon rappel que tout ce qui se passe sur les plateformes en ligne, c'est pas parce qu'on est derrière un pseudo et parce qu'on pense qu'on est anonyme qu'on n'est pas responsable de ce qu'on fait. Donc là, c'est le cas avec l'IA où peut-être qu'on se confie beaucoup à l'IA. Donc du coup, l'IA, c'est beaucoup de choses sur nous. Ça pose plein de problèmes au niveau de la pub, mais aussi là-dessus, parce que ça peut se retourner contre nous au niveau des autorités. Mais en général, il faut faire attention à ce qu'on dit en ligne, il faut faire attention quand on insulte des gens sur Internet, parce que s'il y a une enquête et si la police se met sur le dossier, elle contactera l'opérateur, elle remontera à l'auteur et il a beau avoir un pseudo, il sera jugé et il payera. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que ça soulève le débat liberté versus sécurité, finalement, auquel on ne répond jamais vraiment. C'était Hobbes, le philosophe, qui disait que la sécurité est une condition de la liberté, donc il justifiait le fait qu'on puisse arriver à ce genre de comportement. C'est vrai que c'est une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'on veut choisir ? Et finalement, là, je trouve qu'on est vraiment face au fait de est-ce qu'on a envie, jusqu'où on a envie d'aller finalement dans l'exercice de la liberté. Surtout là, ce qui est très étonnant et peut-être ce qui fait peur, c'est que c'est une entreprise californienne qui donne des infos aux services de renseignement français qui s'activent derrière. Donc en plus, ça vient d'ailleurs, quoi. C'est même pas de nos services de renseignement. Non, mais elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix parce que déjà, il y a une part d'obligation légale, il y a une transparence là-dessus. Hein. C'est-à-dire que si on va dans les pages un peu de transparence d'Apple, Google, Microsoft, ils vont te dire combien de fois par mois ils ont donné à tel pays des informations, qui a demandé ou si c'est eux qui ont signalé. Enfin, ils sont quand même obligés de te dire ce qu'ils font. Et là, plus généralement, OpenAI, donc derrière ChatGPT, ils sont un peu pointés du doigt parce qu'il y a eu des suicides à cause de ChatGPT. ChatGPT a des adolescents ont dit qu'ils avaient envie de se suicider, qu'ils ne savaient pas comment faire, qu'ils étaient dépressifs. Et au lieu de prévenir les parents ou de tenter de faire quelque chose, ChatGPT a conseillé et a dit comment faire et a pu aider. Donc en fait, ils mettent en place de plus en plus de garde-fous avec des systèmes de détection qui remontent l'information. Et si l'information est considérée dangereuse par les équipes d'OpenAI qui vont les consulter, elles vont le signaler aux autorités. Donc ça fait partie d'un exercice de transparence qui est obligatoire. Mais est-ce qu'il n'y aura pas, du coup, justement, même au niveau des lois, des sortes de mises à jour qui seront faites pour, justement, amener cette place de l'IA dans les jugements, dans les reconnaissances, en fait, là, c'est meurtre ou quoi, mais dans les crimes et tout, quoi. Mais justement, c'est les procès qui vont avoir lieu, comme là, il y a des procès sur les suicides qui vont faire jurisprudence et donc qui vont créer des lois qui, derrière, vont pousser l'IA à prendre acte. C'est possible. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais est-ce que ta conversation avec une IA va influencer pour être utilisé contre toi ? Oui, pour être utilisé contre toi un jour, c'est possible. Mais d'ailleurs, un truc que je trouve marrant, entre guillemets, parce que c'est pas marrant du tout, c'est... il est un peu bizarre. Le lancement est étrange, mais c'est qu'à chaque fois qu'il y a un test d'un nouveau modèle en IA, qui arrive globalement tous les 2 jours, hier, il y avait Meta qui a publié un gros modèle d'IA, ils ont toute une partie sur les tests des armes bioéthiques, nucléaires, tout ça. Donc en gros, les prompts, c'est « aide-moi à fabriquer une arme nucléaire » et le faire de manière suffisamment poussée pour voir à quel point l'IA va y aller. Et le but, c'est justement d'apprendre à ces modèles à ne pas le faire. Mais tous, finalement, peuvent être contournés, peuvent être craqués pour dire comment créer des armes biologiques qui pourraient tuer plein de personnes. Donc, il y a ces aspects-là, la responsabilité des plateformes qui proposent ces outils. Un jour, elle va être mise sur la table. C'est évident. Forcément. Surtout qu'on en a de plus en plus entre nos mains.